Afro-Optimiste. Donc, bonsoir, les Bonjour, amis. Oui, bonsoir, oui. bonjour. Oui, Comment tu vas? oui, très bien, merci, oui. Ok, super. Merci beaucoup pour l'opportunité, encore une fois, renouvelée. Bonsoir à tous sur le panel. Alors, moi, déjà, j'ai décidé de monter sur ton panel, Jules, parce que, bon, voilà, tu ne peux pas organiser un live et nous, on va pas venir te soutenir. Donc, il faut savoir que quand nous, on est souvent là, d'abord, c'est par amour pour le travail que tu fais, que nous faisons et que, voilà, les uns et les autres, nous devons être là pour t'accompagner parce que pour alimenter un peu le débat, poser les éléments, un certain nombre d'éléments de langage, d'explication, de compréhension, de la part de nos interventions individuelles pour que les personnes qui n'avaient peut-être pas une compréhension donnée ou qui ne voyaient pas les choses d'une certaine manière, qui avaient leur manière de voir les choses, puissent aussi évoluer sur le terrain de la compréhension de l'enjeu ou des enjeux dans lesquels nous nous retrouvons quand il s'agit d'un certain nombre de situations qui nous arrivent et qui continuent de nous arriver. Celui dont nous parlons aujourd'hui, c'est justement l'arrestation de notre frère. Donc, à partir du moment où c'est un Béninois, c'est un frère de notre compatriote journaliste, qui n'est pas des moindres, comme l'un Hugues Sosoupé, que nous lisons tous beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, vous savez bien, on va dire, l'atmosphère médiatique dans laquelle nous nous trouvons au Bénin, quand on a mis en place la pensée unique à travers les médias traditionnels qui existent, vous comprenez que les plateformes sociales deviennent des alternatives pour ce qui est du relais des informations et du débat politique. En toute objectivité, le débat politique aujourd'hui n'existe plus dans les médias traditionnels classiques qu'on a l'habitude d'avoir et par le passé. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, peu importe ce que un certain nombre d'ignorants numériques vont dire, avec beaucoup de mépris en caricaturant le travail qui est fait ou des gens qui interviennent sur les plateformes, peu importe ce qu'ils vont dire, c'est une réalité et c'est même arriérant si certaines personnes aujourd'hui n'intègrent pas cette dynamique-là. Je ne vois pas comment ces gens-là peuvent être de futurs décideurs de demain s'ils ne voient pas en fait les outils digitaux comme levier de développement et ils le voient plutôt comme quelque chose qui est dégradant. C'est complètement ridicule. Bon, enfin bref, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc, moi ce que je veux dire d'abord, mon frère Jules, d'abord, moi je vais juste rappeler que tout ce qui est persécution, tout ce qui est sanction, tout ce qui est exil, hein, quand on a, et je parle de façon générale, peu importe les raisons, peu importe de qui il s'agit, je veux pas mettre quelqu'un de côté et faire un traitement particulier parce que bon, des personnes ont été proches de telles personnes par le passé et qu'aujourd'hui, vu qu'ils sont aussi opprimés, leur tirer dessus. Mon analyse, elle va être une analyse objective générale parce que je pars du principe selon lequel à partir du moment où la personne est un Béninois, un citoyen comme moi, au moins sur la procédure et sur le droit, il faut que cela soit complètement départisané. Donc, je vais avoir la même logique. On l'a fait quand, par exemple, le frère Steve Amoussou avait été arrêté. C'est pas comme si nous le connaissons personnellement. Pourtant, nous avons fait ce qu'il doit faire en rappelant comment est-ce que les procédures légales, tout ce qui est réglementation en matière d'arrestation, en matière d'extradition, etc. Nous avons fait, et c'est ce que nous allons continuer à faire, même si d'autres veulent incendier le pays, même si d'autres veulent répandre des idées de division, parce qu'aujourd'hui on veut démontrer une loyauté à X ou Y. On va continuer à adopter une position républicaine parce que nous sommes d'abord des Béninois et nous aimons ce pays. Nous n'avons pas de nationalité. Nous sommes nés dans ce pays. Nous avons passé toutes nos vies dans ce pays. Nous vivons dans ce pays. Nous avons fait nos études dans ce pays. Et donc, nous ne pouvons que prendre des positions qui vont dans l'intérêt de ce pays et non pour l'intérêt de X
ou Y pour faire plaisir à X ou Y. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, ce n'est pas du tout les valeurs que j'incarne et ce n'est pas ma tasse de thé, bien que je discute beaucoup avec un certain nombre de personnes, parmi eux aussi, que ça soit du plus jeune au plus âgé, même des personnes qui dépassent même mon âge, et ce que j'entends même dépasse l'entendement. Et ce que je veux dire, c'est que quand on subit tout ça parce qu'on décide de prendre le côté obscur. Quand je dis côté obscur, ce n'est pas le côté négatif du combat ou le côté négatif comment on appelle, de quoi que ce soit, mais quand on décide de prendre le côté difficile de la chose, c'est-à-dire quand on n'est pas juste là pour assurer les fonctions de griot et qu'on est obligé de faire un travail de veille citoyenne par rapport à la gestion de l'État, forcément, quand vous faites un combat comme ça et vous êtes en Afrique et vous vous battez pour le peuple noir, j'ai bien envie de vous dire que c'est une double peine. Je le dis avec beaucoup de tristesse, c'est une double peine. Ce qui est encore plus difficile, c'est quand ce n'est pas seulement les sanctions, les persécutions, les oppressions que vous subissez, qu'on vous impose, d'accord, qui vous, on va dire, qui vous affaiblit ou qui, pas, je veux pas dire affaiblit, mais qui vous choque quand même. C'est pas seulement ça. C'est les attaques venimeuses dont vous bénéficiez de la part de vos propres semblables. Ceux pour qui, en fait, ceux dont les enfants vont venir après, ceux pour qui vous faites un combat, c'est cela qui vous choque. Et vous comprenez à partir de ce moment que ce qu'on appelle la cause africaine de façon générale et de façon singulière, la cause béninoise, est sans doute une des luttes les plus lâches. Hein, je dis avec beaucoup de tristesse, encore une fois, une des luttes les plus lâches qui puissent exister. Mais on va pas, comme nous sommes conscients de cette réalité et que chacun prie individuellement, nous ne sommes pas des, on va dire, des gens sans contenu, sans compétences et qui sont obligés de pérocrétiser pour prouver une forme d'existence. Cela ne nous affaiblit pas. Ça n'affaiblit pas notre détermination. Au contraire, ça nous renforce. Et vous voyez, les convictions, c'est comme des clous. Les convictions, c'est comme des clous. Tout à l'heure, Guy Chaffa disait, lorsque vous éprouvez les gens, lorsque vous éprouvez un peuple, vous ne faisiez que augmenter le niveau d'excès de là où, en fait, ce peuple-là peut aller. Mais je vais juste reprendre en disant, les convictions, c'est comme les coups, lorsque vous tapez dessus, ils ne font que se renforcer. Donc, d'abord, je voudrais dire et inviter les gens à maintenir le cap dans toute vigilance, bien entendu, parce que il faut être, bien entendu, libre pour continuer quelques combats de façon intelligente. Rien ne peut arrêter personne ici et la lutte va continuer. Pour revenir au sujet, pourquoi il y a un flou autour de l'enlèvement crapuleux de notre frère? D'abord, j'ai vu qu'il y a beaucoup de lives qui ont été déjà effectués. Il y a beaucoup de lives qui ont été déjà effectués où il y a eu des analyses techniques sur la forme d'enlèvement, etc. Je ne vais pas revenir sur ces éléments parce que vous avez assez dit, que ce soit sur ce panel, que ce soit sur d'autres panels, d'autres frères qui organisent les lives. On a déjà assez dit, on va continuer à le dire. Nous avons eu des vidéos d'analyse de frères, juristes, etc. Moi, je vous ai fait une analyse un peu sociale et humaine. Et faire aussi un appel et attirer l'attention des frères, et surtout des jeunes. Je ne parle pas des anciens en politique, des jeunes en politique et surtout des jeunes qui soutiennent des pouvoirs en place. Je voulais juste les appeler à quelque chose. D'abord, je voudrais rendre grâce. Je voudrais rendre grâce sur mes pieds que Hugues Sessoupé soit vivant. Et comme je le dis, je ne le connais personnellement pas, ni d'Anam, ni d'Ève. Comme tout le monde, ou comme la plupart ici, je le lis sur les réseaux sociaux. Hein, peu importe ce qu'on peut le reprocher. Moi, je vais juste dire que ça soit la prison, la mort ou la maladie, qui d'entre nous ici est immunisé contre ces trois choses-là? S'il y a quelqu'un qui a la potion magique de l'immortalité ou de l'immunité contre ces trois éléments, bah, tant mieux. Mais nous sommes tous des prisonniers ambulants. Je voudrais rappeler ça très sincèrement. Nous sommes tous des malades ambulants. Je veux simplement dire, lorsque vous voyez la manière dont 2025 a commencé, on est simplement en juillet 2025.
Regardez tous les décès qu'on a eus. Des personnes que, quand vous dormez, vous vous réveillez, vous ne pouvez jamais imaginer dans votre vie que ces personnes-là puissent un jour disparaître comme ça. Mais nous avons connu la mort, nous avons appris le décès d'un certain nombre de personnes qui nous ont choqués et ça nous fait prendre conscience de notre vulnérabilité. C'est-à-dire que nous ne connaissons même pas quand ça sera notre tour, jusqu'à ce que cela tombe sur nous. Et comme la nature ne vend rien à crédit et paie toujours ses comptes, quand ça finit par nous arriver, on se rend compte à ce moment-là de notre vulnérabilité. On a bien envie de refaire les choses, de reposer des actes, de supprimer des propos, des publications qu'on a faites ça et là, parce que peu importe qui nous sommes, nous tous, y compris même des gens, si vous pouvez juste savoir, les gens qui sont en politique à divers niveaux, peu importe qui ils sont, de quel bord, leur expérience qu'ils ont eue, si vous pouvez savoir les casseroles qu'ils ont eues dans leur vie, même dans le champ politique au Bénin, que vous et moi, nous ne connaissons pas. Mais moi, j'entends un certain nombre de choses de la part même d'eux. Et qui me disent un certain nombre de choses que des anciens, à un moment donné, mais en termes de valeur, lorsque vous êtes jeune et que vous analysez et vous voyez comment ces gens-là se comportent aujourd'hui, vous vous dites clairement que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que si ça doit être sur ce terrain-là, sur le terrain même de donner des leçons sur les questions de, on va dire, de respect, de loi, on va dire, de bienséance ou bien de bon sens, peu importe ce que c'est que ces gens, beaucoup de personnes seront disqualifiées sur ce terrain-là. Mais, comme l'arrogance c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est devenu, l'arrogance et aussi le foutage de gueule, hein, vous êtes en face des gens qui n'ont aucune légitimité pour donner des leçons sur ce terrain-là, parce que ils ont aussi un passé ultra sale. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je vous dis, plus que crapuleux. Eux tous, hein, sans exception. Je pèse bien mes mots, je vous dis, eux tous, sans exception. Si vous pouvez savoir ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas les débats qui se passent sur les médias, les hommes que vous voyez en cravate, etc. Je vous parle des dessous même des choses qui se passent. Si vous pouvez savoir, mais vous allez vomir parce que c'est des choses qui sont dégoûtantes. Donc, pourquoi je fais ce petit raccourci et cette image? C'est juste pour dire, qu'est-ce qui peut être grave aujourd'hui, hein, qu'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas fermer les yeux. Moi, je suis président. Tu n'es pas content des actions que je mène. Tu fais des critiques. Peu importe les critiques. Tu m'insultes. Moi, je ne t'arrêterai jamais pour ça. Je ne te mettrai... En tout cas, les insultes et les critiques que tu feras, moi, en tant que président de la République, d'un pays qui a tous les problèmes du monde, d'un pays où on n'a pas encore réglé les besoins les plus élémentaires, je ne te mettrai pas en prison parce que tu as parlé. Jamais. Moi, président de la République, je ne ferai pas ça. Les raisons pour lesquelles moi je vais te mettre en prison ne va pas être parce que tu as parlé. Enfin, je veux dire, on s'ennuie tellement, c'est comme si on n'a plus de travail. Moi, je veux juste qu'on regarde les pays qui ont déjà atteint un niveau de développement. Mais on voit même en termes de critique, en termes de contrôle d'action du gouvernement, en termes d'expression même de mécontentement par rapport aux actions du président, on voit comment ça peut aller dans les extrêmes, mais jamais j'ai vu une oppression, une restriction de liberté au niveau où nous les connaissons dans les pays africains. Donc, c'est pourquoi je vous dis, quand nous, on est dans cette posture-là, et vous entendez des frères à vous, de façon... parce qu'aujourd'hui, on se dit soutenir, en réalité, ils soutiennent rien du tout, ils ne bénéficient de rien du tout, personne ne les connaît, c'est juste des perroquets. Vous vous dites que c'est la lutte la plus lâche que vous faites, mais cela n'est pas une raison pour que vous puissiez abdiquer. Donc, moi, je peux comprendre les indignations des uns et des autres par rapport à ce qui a été dit, à tout ce qu'on peut ou peut lui reprocher. Mais je ne vais jamais comprendre la joie d'un certain nombre de personnes quand le malheur frappe des individus, donc des Béninois, des compatriotes, peu importe la position qui est la leur, je ne peux jamais comprendre ces joies-là. Moi, je suis parti jusqu'à lire, c'est juste une parenthèse, hein, Jules, je suis parti, je suis allé jusqu'à, j'ai lu quelque part que j'ai lu quelqu'un qui écrit, il aurait préféré que ça soit Kem Seba. Bon, je dis que donc on a un problème.
on a un problème. Donc moi, je ne comprends pas cette haine que les gens ont pour des gens qu'ils ne connaissent pas, juste à cause de la politique et de petits intérêts circonstanciels. On éprouve une forme de jouissance à voir un homme à terre juste parce qu'il ne partage pas le même point de vue que nous. Mais moi, je veux juste qu'on fasse un rappel historique. Comme la connaissance et l'histoire, c'est quelque chose qui n'est pas bien partagé de la part des soutiens aveugles et ignorants, on va faire un petit rappel historique sur l'histoire politique du Bénin. Peut-être que ça va un peu rafraîchir la mémoire à ces jeunes qui ont connu le Bénin en 2016 et qui ont pensé que la gestion de l'État a commencé en 2016. Le président Zissou, Émile Derlin Zissou, faisait partie des gens qui ont fait appel aux mercenaires pour déloger le président Kérékou, en complicité avec M. Adrien Ombidji. Cette opération crevette de 77, ce n'était pas tout simplement une déstabilisation politique du Bénin, c'était clairement une tentative d'assassinat du président de la République Kérékou. Donc, ça veut dire que, techniquement, il aurait pu laisser sa peau dans cette affaire-là si les Béninois ne se sont pas levés comme un peu poudinants. Mais, qu'est-ce qu'on a constaté par la suite? Le même Zissou, là, mais il a été quoi pour Kérékou par la suite? Son conseiller spécial politique. Adrien Ombidji, qui a été condamné à mort, je rappelle, condamné à mort, pas Kérékou. Sans le même Adrien Ombidji, là, Kérékou ne pouvait pas revenir en 96. Je vous rappelle juste que le retour de Kérékou en 96, c'était pas sa propre volonté. C'était un groupe, donc, de cadres, donc, d'élite intellectuelle qui ont suscité ce retour-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que à chaque fois quand il sort, dans les discours de cette période-là, vous allez l'entendre dire, mais il faut que les Béninois puissent prendre leurs responsabilités. Bruno Amoussou, pour finir sur cet exemple, a dû fuir pour ne pas croupir en prison. Mais sans ce même Bruno Amoussou-là, et sous Kérékou, je rappelle. Mais sans ce même Bruno Amoussou, Kérékou ne pouvait pas rempiler en 2001 pour terminer son dernier mandat en 2006 et qui va être repris par Yahya Boni. Pourquoi je fais ce petit rappel historique? En fait, c'est la preuve que les adversaires politiques gardent toujours un couloir de dialogue et je vous informe que beaucoup parmi eux sont même liés au-delà même de la fraternité, etc., par le sang. Les familles que vous voyez aujourd'hui, que ce soit les familles Zissou, Yahi, Ombidji, Talon, tout ce que vous voulez, les de Souza, Aïfo, Madougou, peu importe quelle famille, même vos familles, ma famille aujourd'hui, et autres, finiront toujours par se voir, quel que soit le problème. Entre eux, ils se marient. Entre nous, les enfants, est-ce que les gens savent? Et non, est-ce que tout fini et affonon platayor. Donc, c'est des liens qui sont souvent des liens sur plusieurs générations, qui sont souvent des liens de sang, qui sont souvent antérieurs aux situations qui nous arrivent et qui transgressent même les générations et qui vont être postérieures à ces situations-là. Maintenant, la question que je pose, qui sont les gens là? Toi qui, parce que telle personne n'est pas d'accord, on l'a arrêté, tu te réjouis. Toi, tu es qui? Qui te connaît? Tu es comme moi ici. Personne ne nous connaît, toi et moi. Donc, nous n'avons pas besoin de nous haïr pour un leader politique. Et je voudrais juste que ces gens-là sachent que en dehors de la politique, je voulais juste rappeler qu'en dehors des questions politiques, il y a aussi la vie. Et les règlements de compte dont les gens n'ont pas idée dans ces affaires-là. Ils ne savent pas les discussions qui sont faites en interne par ces hommes-là souvent. Moi, j'en connais beaucoup qui me parlent d'un certain nombre de réalités en tant qu'aîné, qui me racontent un peu l'histoire. Et quand ils me racontent ces choses-là, moi, chaud bouillant que je suis, un jeune, en fait, je me calme beaucoup, je regarde, je me calme. Je contextualise, je dis, mais attends. Mais c'est pour dire quoi? Ces gens-là aujourd'hui qui se réjouissent, ce n'est que des dindons d'une farce. Ce sont que des dindons d'une farce. Ils ne savent pas à quoi ils servent. Donc, la politique ne devrait pas nous diviser, surtout que la plupart du temps, on ne se connaît même pas. Des gens qui aujourd'hui s'acharnent sur lui ne le connaissent personnellement pas. Ça me rappelle une histoire d'un oncle comme ça qui a une maison, qui est propriétaire d'une maison.
Et un jeune passait son temps à bien l'insulter. Malheureusement, l'oncle était sur les réseaux sociaux. Le jeune passait son temps à bien l'insulter. Et il ne savait pas que c'était le profil. Or, il était locataire de ce même oncle-là. Sauf qu'il était un locataire indélicat. Parce que la maison, en fait, était gérée par une agence. Donc, il n'avait pas de lien direct avec le propriétaire. Donc, il ne le connaissait pas. Bon. La suite, lui-même le sait. Et il a compris la leçon. Et comme je le disais, mais tout fidèle à Fokpla Tahuyoa. Autrement dit, le destin peut nous surprendre nous tous. Et nous allons nous retrouver dans la main des inconnus. De ce même inconnu que nous sommes en train de jeter aujourd'hui à la vindicte populaire. De ce prisonnier, de ce malade, etc. C'est juste pour rappeler que rien n'est acquis. Toutes les positions aujourd'hui sont éphémères et peuvent basculer à tout moment. Quand je vois les gens aujourd'hui tomber, mon premier réflexe à moi, en tout cas par rapport aux valeurs que j'incarne, et je pense que c'est les valeurs que je vais toujours incarner, ça a toujours été de penser à moi-même, en sachant que je ne suis pas exempt de ça, de reproches. Et que je rends grâce, je dis, mais ça pouvait être moi. C'est la première réflexion qui est la mienne. Moi, je me dis, à quel moment les gens trouvent l'énergie et le temps d'abord de se réjouir du malheur des autres? À quel moment? Donc, les hommes politiques aujourd'hui pour lesquels les gens se créent des ennemis définitifs. En fait, les gens ont des avis tranchés au nom de la politique. Mais c'est extraordinaire. Il n'y a que les jeunes d'aujourd'hui qui font ça que je vois. Parce que quand moi j'ai sondé l'histoire politique du Bénin avec ce que j'écoute de la part des anciens, à aucun moment j'ai vu un avis tranché, peu importe les adversités qu'il y avait avec les autres. Je vous ai fait un rappel historique pour vous montrer comment même les anciens, avec des situations aussi difficiles, je vous parlais de condamnation à mort, quoi. Et pourtant ces gens-là sont arrivés à travailler ensemble. Donc quand je vois aujourd'hui des gens qui se créent des ennemis définitifs, parce que on met Hugues comment se souper au dos, parce qu'on dit que oui, c'est l'ennemi de l'État, nanani, nanana, il fait des critiques, machin, blablabla. Bla, bla. Les gens ont des avis tranchés. Mais je dis, est-ce que les gens... Moi, si c'est sur TikTok où les gens viennent opiner, là, sans photo, avec des pseudos à 2 balles, là, c'est facile. C'est pourquoi, d'ailleurs, Jules, moi, je t'encourage vivement à ne plus recevoir des gens qui n'ont pas de photo de profil et qui n'ont pas un nom bien connu sur ton panel. Parce qu'à un moment donné, il faut que nous faisions les choses de façon responsable. Les gens ne vont pas venir ici, tenir des propos et disparaître en soum-soum en toute irresponsabilité. Parce qu'au moins, ils sont pas des cons, ils sont pas des imbéciles. Comme ils savent que le pouvoir change et ça peut changer à tout moment, ils pensent qu'aujourd'hui, lorsqu'ils prennent la parole, personne ne les connaît. Et effectivement, c'est pourquoi moi, je suis resté un peu distant d'un certain nombre de panels. J'ai pris la résolution personnelle de dire, avant que je ne monte sur un panel, je dois connaître un certain nombre de personnes d'abord. Il faut qu'on dise qui est là, je connais. Georgia, n'en parlons plus. Guy Chafa, n'en parlons plus. KRD, n'en parlons plus. Tu vois? Donc, il faut que nous puissions mettre ça. Et moi, je fais un autre travail. Il ne faut pas que les gens pensent que nous venons sur TikTok, sur les panels. Nous ne savons pas ce que chacun est. Donc, quand les gens viennent avec des faux profils ou des photos, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on ne les connaît pas. Ça, c'est juste, en fait, une information que je leur donne. Si ça peut les rassurer, tant mieux. Si ça ne les rassure pas, tant pis. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, c'est de pouvoir passer de l'autre côté et encore commencer à crier, parce qu'on aurait adopté une position aujourd'hui et on a vu que les choses ont changé. Comme on a toujours pris la parole en toute irresponsabilité, on glisse de l'autre côté lorsque le pouvoir change. Ça, il faut que nous puissions mettre de l'ordre dedans. Si moi, j'organise le panel, tu veux monter sur mon panel, tu dois avoir une photo et un nom bien connu. Si tu n'as pas ça, tu peux pas monter sur le panel. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, il faut que nous soyons conséquents. Parce que regardez, essayons de ramener un peu la réalité dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous pouvez discuter avec quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas, que vous pouvez pas toucher? Aujourd'hui, la seule différence, c'est que nous avons une plateforme qui sert d'intermédiaire entre nous. Mais c'est un peu comme si nous voyons physiquement et nous parlons. Donc, à défaut de se voir et de se toucher, je dois quand même mettre un visage et un nom sur ton profil, sinon on ne peut pas discuter. Et vous imaginez que les gens discutent des sujets sensibles, des sujets de gestion de l'État. Comment est-ce que personne n'a vu ça et on continue de normaliser ça? Il faut, Jules, je t'encourage vivement parce que ce que je dis, ça, il va même de ta sécurité, de ton intérêt. Parce que toi, tu organises un live, tu es au-delà. Comment est-ce que tu vas organiser un live et inviter des gens que tu ne connais pas? Peut-être que nous avons tous laissé passer la chose, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Parce que si les gens ne peuvent pas assumer leur position, ça va nous diminuer des connards ou des pleutres, des tocards qui viennent opiner ici, va.
ça va nous diminuer un peu de ce nombre-là de personnes. Doucement. Leur position. Doucement avec les insultes. Si les gens peuvent assumer leur position, qu'ils viennent et qu'on puisse justement les connaître. Donc, pour finir, moi, je veux juste dire, quand on compatit à la situation ou difficulté, parce que les gens pensent que parce que la personne a fait des choses mauvaises, si on compatit à son sort, c'est qu'on est en train d'approuver ce qu'il a fait. Vous voyez là le niveau où, en fait, la bêtise et l'inintelligence, l'inculture. Moi, je vous dis sincèrement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand des gens sont dans des positions difficiles, les gens ne les soutiennent pas parce qu'ils pensent que compassion égale approbation. C'est fou, hein? Donc, je voudrais juste rappeler aux gens là que leur compassion par rapport à un frère ou qui a une situation, qui est dans une situation difficile, n'est pas déjà synonyme d'approbation. Et ça devait être, la compassion devait être, en tout cas, ça c'est la valeur qui m'incarne. Moi, ça devait être la chose la mieux partagée entre humains. Parce que on a ce monde-là, cette vie est faite de destins imprévisibles. Donc, moi, je voulais juste dire aux gens, à ces gens-là, non vilains, Mida Yirome. Mida Yirome. Bon dimanche à vous. Mais